Merci Florence, merci Jean-Luc, cher Boris, merci Alter, merci aux victimes, aux associations de victimes qui étaient là aujourd'hui, merci aux institutions aussi qui sont venues, notamment le Fonds Garantie avec son directeur Rinsky. Notre administratrice générale nous l'a dit ce matin, le CNIL est un rempart contre l'ignorance. Et c'est un levier de raison. Pour cette raison, je suis vraiment très heureux que cette journée ait eu lieu ici, dans l'établissement où j'ai enseigné et où je continue de faire de la recherche. Les gens auraient apprécié cette journée, sauf que on a trop parlé d'elle. J'ai une histoire en tête, j'hésite à vous la dire parce que maintenant, ça va me faire rire. Et puis c'était devenu comme un gag à répétition. De temps en temps, je me disais, tu sais, la différence entre un terroriste et toi, c'est qu'avec un terroriste, de temps en temps, on peut négocier. Le fil conducteur du combat de Françoise, ça a toujours été de rendre visible l'invisible. Au début, les victimes étaient inexistantes. Boris nous l'a dit. Ensuite, les victimes, c'était celles qui étaient mortes. Ensuite, ça a été ceux qui avaient des blessures de type chirurgical. Ensuite, ça a été les personnes handicapées. Ensuite, ça a été, SOS Attentat a joué un rôle, je crois, la souffrance psychologique des violences. Vous entendez aujourd'hui qu'il y avait un chantier inachevé qui est l'accompagnement dans la longue durée. Et il y a un chantier qui également, je crois, inachevé, c'est de bien comprendre que vous êtes des cliniciens, vous apportez de l'aide individuelle, mais il y a quelque chose que nous devons réaliser, c'est que nous avons un problème de santé publique. Qu'est-ce que ça veut dire un problème de santé publique? Ça veut dire que c'est un problème qu'il faut regarder à la fois au niveau individuel et au niveau populationnel. Quand on dit ça, se déroule une méthode de santé publique qui commence par décrire la globalité du problème, par identifier ses facteurs de risque, réfléchir et co-construire une stratégie d'intervention et évaluer les outils d'intervention. Mais ce qui est clé là-dedans, ce qui est absolument clé, c'est la définition que l'on donne du problème. Parce que de la définition que l'on donne du problème va dépendre des solutions que l'on propose. Et pour Françoise, d'ailleurs, Françoise, de temps en temps, je lui disais, enfin, surtout au début, elle ne s'attend pas. Je lui disais, mais tu fais de la santé publique, elle rigolait, elle me dit, mais non, la santé publique, c'est toi. Je lui dis, mais non, tu fais œuvre de santé publique, tu as compris que tu pouvais pas te tirer seul de la situation anémique dans laquelle tu étais, que tu n'étais pas la seule à la vivre, et qu'il fallait donc prendre ce problème en termes de population, en termes de groupe, et créer un lien de solidarité. Ben ça, c'est de la santé publique. Alors, ce qui te manque, ce qui te manque, parce que tu es juriste, et ce qui te manque, c'est l'épidémiologie, qui est la science de base de la santé publique.
Et Françoise, le problème, et je suis vraiment d'accord avec ça, mais on pourrait en discuter, le problème racine, c'est la violence. On pourrait remonter plein les causes sociales, organisationnelles, civilisationnelles de la violence, mais de façon opérationnelle, c'était lutter contre les conséquences de la violence qui était son fil conducteur. Alors oui, nous avons fait une première étude épidémiologique avec nos collègues de l'INSERM de façon totalement bénévole. Pas de subvention, on n'en avait pas demandé, personne ne s'intéressait à ça d'ailleurs à l'époque. On a utilisé quelques questionnaires standardisés, sans hypothèse. Décrire l'état de santé dans ses différentes dimensions, somatiques, psychologiques, sexuelles, sociales. Et quand on a analysé, on avait, avec une méthode statistique un peu sophistiquée, on avait un noyau d'environ un tiers des personnes qui avaient une régularité de symptômes. On a fait un peu de psychiatrie, ce n'était pas de l'anxiété, ce n'était pas de la dépression. Et je suis allé voir Philippe Jamais, parce que j'avais été interne dans son service. Ce qui s'appelait à l'époque l'hôpital international de l'Université de Paris, l'Institut Montsouris aujourd'hui. Et Philippe Jamais m'a dit, bon, lui, il était grand spécialiste de l'anorexie boulimie, mais je qui était le médecin-chef du psychiatre du Val-de-Grâce. Il présente mes résultats à Claude Barois. Il me regarde en souriant un peu et me dit « Mon jeune ami, vous êtes en train de décrire la névrose traumatique que Freud a décrit chez les combattants de la guerre de 14-18. » Alors évidemment, là, refait une analyse bibliographique complète, on a compris qu'on était passé à côté de quelque chose, mais pas complètement, puisque cette première étude, ça a été rappelé ce matin, a permis de dimensionner un préjudice psychologique. Parce que ce que l'étude montrait clairement, c'est que contrairement à ce qui se disait à l'époque, il n'y avait pas celles qui étaient très gravement blessées physiquement et qui ne souffraient pas mentalement, et celles qui étaient peu blessées et qui souffraient au plan psychologique. En fait, il y avait une corrélation très nette et très forte entre le niveau de gravité des lésions initiales et la souffrance psychologique. Et sur cette base-là, ce préjudice a pu être indemnisé de façon populationnelle, pas au cas par cas. C'était le niveau de gravité des lésions initiales qui, en expertise, déterminait une indemnisation complémentaire. On a fait une deuxième étude ensuite, et là on savait qu'on cherchait le stress post-traumatique, on avait des outils de mesure du stress. Les résultats de la première étude ont été confirmés, mais beaucoup plus sérieusement, et on a publié ça dans American Journal of Psychiatry. Bon. Oui, le problème, c'est la violence. Alors, on pourrait en discuter. C'est pas pareil de dire le problème est la violence et le problème est le trauma. Parce que le trauma, c'est une des conséquences de la violence. Et donc, si on veut avoir une vision globale du problème des victimes de la violence, je trouve qu'il ne faut pas les enfermer dans un diagnostic. Mais bien évidemment, la question du trauma est centrale. Dans le livre de santé publique, vous trouverez quasiment rien là-dessus. Je suis en train d'écrire le dictionnaire amoureux de la santé publique. Il y aura un chapitre violence, vous l'imaginez bien. Je voulais vous signaler aussi que dans l'excellente revue, le Lancet, il y a eu toute une série
sur les violences sociales, dans lesquelles il range racisme, xénophobie, discrimination. Et c'est un dossier en 4 articles, un groupe de travail comme c'est l'animé le Lancet, qui est vraiment remarquablement fait. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant aujourd'hui, c'est que cette vision du problème que j'avais en arrivant, elle s'est enrichie. J'avais jamais réalisé ça, mais on a entendu chez plusieurs interlocuteurs le fait que chez les victimes de violences, il y a un effondrement de la confiance. Et ça a éveillé une série de réflexions que je suis pas capable de développer maintenant, mais qui me fait penser au mot de Hannah Arendt, qui est que la confiance est la seule chose qui empêche la vie en société d'être un cauchemar. Et la deuxième chose, c'est ce qu'une des victimes a dit, ça m'a énormément fait réfléchir, quand vous avez dit, monsieur, je crois, après un attentat, nous sommes un nouveau-né. C'est-à-dire une situation de vulnérabilité extrême. Et une situation dans laquelle il faut avoir confiance dans l'autre, sinon on meurt. Et donc la confiance est salvatrice, et peut-être que dans les procédures de prise en charge, mettre la confiance au cœur de la préoccupation, je sais pas, peut-être que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Alors, si on prend le sujet en termes de santé publique, eh ben, il y a un certain nombre de conditions de réussite. Il faut lier la science et les pratiques professionnelles. Ça, c'est pour moi la première des conditions. Et la journée l'a montré très bien, cette pluridisciplinarité, cette nécessité d'allier la psychologie, la psychiatrie, la médecine somatique, la biologie. Ça, je pense que pour tout le monde, pour les biologistes, ce qu'elles ont entendu des témoignages des cliniciens et ce que les cliniciens ont entendu, enfin tous les intervenants, ce qu'ils ont entendu sur le fait que une recherche mécanistique, c'est très important en santé publique, très important. Pas seulement pour découvrir des médicaments, je suis pas sûr qu'on ne trouvera jamais un médicament, encore que certains peuvent peut-être aider, mais il y a une compréhension biologique à avoir des conséquences de la violence, évidemment. Il y a une articulation qui est problématique, on l'a entendu aussi, entre le médical et le social. Et puis en santé publique, on va essayer d'avoir une vision 360 degrés, comme on dit. C'est-à-dire qu'on va essayer de penser à des gens auxquels on ne pense pas spontanément, par exemple ceux qui sont en grande précarité. Les réfugiés et les migrants, ça a été dit. Parce que alors eux, c'est pas triple peine, hein, c'est parfois plus que ça. Les soignants, je me souviens, je travaillais beaucoup avec Geneviève Barrier, qui était responsable du SAMU de Paris à l'époque. Et après l'attentat de la rue de Rennes, elle m'a dit, il faut que ça s'arrête, parce que mes équipes ne vont pas tenir. Les femmes de l'ordre, faut pas les oublier. Dans la saisie, on le voit, hein, dans la série En thérapie, l'histoire de ce policier qui est rentré au Bataclan. Les enfants, bien sûr, catégorie qu'on n'avait quasiment pas envisagée avant le drame de Nice. Et puis, ce qu'on a entendu aujourd'hui, et c'est là où l'aspect populationnel est important, c'est que c'est une maladie contagieuse. C'est que le stress ou le trauma, ça se répand dans l'entourage, chez les amis, dans la famille. C'est comme si c'était contagieux. Et donc, dès qu'on a compris ça, c'est pas juste une intervention sur les personnes. Il faut intervenir sur un système de vie.
Voilà. Ça, l'approche de santé publique permet de comprendre ça. Ce que l'on a entendu aussi, c'est le besoin de continuité. Et là, je suis d'accord avec ce qu'on a entendu, malgré tous les progrès qui ont été faits, le parcours des victimes est problématique. Il y a des raisons qu'on comprend très bien. Tout notre système fonctionne encore dans un contexte où il a été conçu pour prendre en charge des maladies infectieuses de courte durée. La médecine moderne qui se construit après la Deuxième Guerre mondiale. Alors évidemment, aujourd'hui, ça existe encore. Mais la prise en charge de durée, de maladies complexes, pluriorganiques, somato-psychiatriques, notre système n'a jamais été organisé pour faire ça. Et il y a très peu de réflexion actuellement sur comment organiser un parcours coordonné, systématisé, offrant aux victimes le meilleur de la science. Et c'est pas un problème de moyens. On les a les moyens en France. C'est un vrai problème d'organisation et de définition du problème. Il faut inclure là-dedans dans le parcours la dimension professionnelle. Il faut inclure la dimension scolaire pour les enfants. Il faut inscrire le fait que ça a été très bien dit, le repérage des conséquences du trauma doit être répété dans le temps avec des outils standardisés qui existent. Voilà. Et c'est une véritable surveillance médicale qu'il faut mettre en œuvre. Il y a un énorme besoin de formation. Pour moi, alors là, à vous écouter toute la journée, j'étais parfois étonné de ce que j'ai entendu. Les médecins ont besoin de formation sur violence et trauma. Les enseignants aussi, ça me semble évident. Les responsables des ressources humaines dans les entreprises. Alors là, on est en carence totale. Les policiers, je crois. Les magistrats ou les juges. Même les experts, nous a dit Sam Benbettiu. Et peut-être même certains psychiatres. Beaucoup de psychiatres peut-être. Et le docteur Prévention avait vraiment raison quand il nous a dit une gestion du risque avant tout trauma. Quand c'était n'est pas bienveillant avec les victimes et les patients, il en joue des problèmes. Et c'est là où je crois que la notion de... Vous avez utilisé la notion de patient expert. Moi, j'ai toujours préféré patient partenaire. Expert, je sais pas, mais oui, construire des solutions complexes dans la durée pour des problèmes chroniques qui n'appellent pas d'intervention ponctuelle, la vie des patients est absolument clé. Mais ça, je pense que de très nombreux médecins aujourd'hui, quand je continue par atavisme de lire la revue du praticien, par exemple. La présence des patients dans la revue du praticien, on la voit dans chaque numéro. Il y a 15 ans, inimaginable. Je n'aurais pas été pris au sérieux. Mais là, il n'y a pas un numéro de la revue du praticien où on ne met pas en avant le point de vue des patients qui est parfois confronté à celui des thérapeutes, et c'est extrêmement intéressant. Voilà, François, je crois apprécier de constater que la lutte continue. On a des fondations. Je crois vraiment qu'on a des fondations solides. Mais le travail n'est pas achevé, loin de là. Parce que, comme on l'a dit Boris, le monde est peut-être plus dangereux qu'il ne l'a jamais été. Alors, quels sont les chantiers que moi j'ai entendus, outre la formation, sur laquelle je pense qu'il faut vraiment insister? Je crois que pour le Centre national de résilience, l'évaluation des stratégies de prise en charge est d'une grande urgence. Et les méthodes sont là.
Les patients sont là, malheureusement. On a les méthodes expérimentales du type essai thérapeutique, mais on a les méthodes observationnelles qui ont fait d'énormes progrès. En lisant le livre de Florence, on a vu que, j'ai appris que il y a des débats sur la prise en charge thérapeutique du psychotrauma. C'est normal. Toute la médecine s'est construite comme ça. On a dans un savoir construire. Ben, il faut de la recherche. Et dans cette recherche, voilà. J'ai envie de dire, victimes de tous les pays, unissez-vous. Vous voyez ce à quoi je fais des références. Parce que le combat de François nous donne une légitimité, une autorité unique. Il n'est pas évident qu'une autre victime puisse prendre cette place-là. Mais les victimes ont besoin d'une voix. On a fait victimes, on l'a entendu, c'est-à-dire que voilà, de côté des pouvoirs publics, il y a eu un effort de réflexion. Moi, je ne saurais trop inciter les victimes et les patients à penser qu'ils ont chacune leur association liée à tel événement, on peut le comprendre, mais fédérez-vous. J'ai bien connu ça quand j'étais au ministère de la Santé. Avec le SIDA, il y a eu une montée des démocraties sanitaires. On a des associations comme Aide et ACT UP qui nous donnaient des claques toute la journée, ce qui nous rendait beaucoup de services, parce qu'après, quand on allait au ministère des Finances, nous autres, on en a marre de prendre des baffes, vous pouvez pas nous aider. Donc c'était vraiment très bien. Et puis après, on a eu le CI2X, et puis après, parce que tout ça s'est structuré, on a créé France Association Victimes, qui est un lobby d'associations de malades puissants. Quand France Association de Victimes va au ministère, ils sont écoutés. C'est plus de 80 associations fédérées. Là-dedans, il y a des associations très puissantes comme la Ligue nationale contre le cancer. Les politiques, ils font attention, hein, je vous assure. Peut-être qu'au sein de France Association Santé, une fédération des victimes de la violence, du terrorisme, je ne sais pas, vous verrez. Ça pourrait être une voie pour continuer le travail de Françoise. Le modèle du cancer est intéressant, d'ailleurs, parce que vous le savez, depuis le premier plan cancer, au moment de diagnostic, au moment de décider de la thérapeutique, une consultation pluridisciplinaire est obligatoire. Et les cancérologues le font. Et je pense que c'est un modèle intéressant. Pour conclure, je voudrais dire que l'œuvre de Françoise est véritablement impressionnante, mais Françoise n'avait pas de doctrine. Le droit, la justice, toute la justice, rien que la justice, je conclurai là-dessus. C'est étonnant, on pourrait penser qu'elle a eu un plan, rien du tout. Elle avait une conviction, c'est que toutes les victimes se valent. Elle a compris que l'émotion suscitée par les victimes du terrorisme était un levier. Jamais son combat n'a été corporatiste. Jamais. Je pensais que les victimes de viol, c'était plus ou moins, ou que les victimes d'accidents de la route, c'était plus ou moins. C'était les victimes de la violence. Violence vis-à-vis de laquelle la société peut et doit s'organiser. Ça, c'était son fil conducteur. Son fil conducteur, c'est que les organisations n'épuisent pas la prise en charge. C'est un élément de la prise en charge, mais c'est pas parce qu'on est indemnisé qu'on a une prise en charge correcte. Et puis, elle avait une méthode
était de partir du vécu et des problèmes rencontrés sur le terrain, et puis ensuite de trouver les solutions pragmatiques. Juste pour vous dire, madame, que les droits de triple peine ont été achetés par une société de production. Vous le savez. Non, mais ils viennent d'être achetés. Bon. C'était un conclusion au regard de ce qui se passe actuellement. En reprenant triple peine, je vous laisse avec ces mots. Une société qui subit des actes de guerre a le devoir d'accompagner ses victimes. Derrière la mort et les blessés de chaque attentat commis dans notre pays, c'est toujours la République qui est visée. Et un petit peu après, elle écrit « Le terrorisme est certes une guerre. Je me suis beaucoup battu pour faire admettre ce point de vue aujourd'hui banal. Mais c'est une guerre d'une forme très particulière qui exige des ripostes intelligents et réfléchis et n'autorise pas à s'affranchir des règles du droit. » Merci.